Bienvenue à tous, l'actu en parle et nous aussi à chaque numéro nous vous parlons de l'actualité de la semaine en compagnie de nos deux chroniqueurs Alexis Clot et Alexandre Mastagli. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour Alexandre, bonjour Julien et bonjour à tous. Et on commence aujourd'hui avec la situation au Japon qui nous a bien sûr encore et toujours préoccupés cette semaine. Après l'explosion de plusieurs des réacteurs d'une centrale nucléaire de Fukushima, après le séisme de magnitude 8,9 il y a quelques jours, après le raz-de-marée qui a dévasté la côte nord-est de l'archipel, c'est un bout de territoire brisé dont nous allons vous parler aujourd'hui. Le dernier bilan ferait état d'environ 27 000 morts et disparus. Alexandre Mastagli, peut-on d'ores et déjà faire un bilan une semaine après la catastrophe ? Alors, on peut en effet faire un bilan de cette catastrophe. Il y a déjà donc un niveau de radioactivité qui est 10 millions de fois supérieur à la moyenne au Japon, donc rien que sur le territoire du Japon. Il y a aussi 3 ouvriers qui ont été irradiés à Fukushima. Et le niveau de radioactivité donc, n'est-ce pas, dans l'eau du robinet à Tokyo est donc supérieur lui aussi à la moyenne, et c'est pour ça qu'il est déconseillé au Japon d'utiliser cette eau pour les bébés. Et donc il faut aussi quand même dire que les Japonais ont su, ils ont été obligés de le faire, mais ils ont aussi se réfugier dans des sortes de hangars où ils peuvent se réorganiser, aussi bien sûr pouvoir rester le plus longtemps sur leur pays s'ils ne peuvent pas partir. Il y a des cours de sport pour pouvoir rester en forme. Pour les enfants, il y a des garderies. Oui, parce que... Donc, ils font comme ils peuvent, malheureusement. Mais il faut tout de même aussi savoir que d'un point de vue économique et donc un peu plus international, n'est-ce pas, la bourse de Tokyo est de plus en plus en baisse. Donc, c'est un peu inquiétant. Alors, il faut savoir que ce n'est pas le premier séisme que subit le Japon, il y en a eu plusieurs, mais de cette magnitude, il faut revenir au début du XXe siècle pour qu'il y en ait un aussi grave. Alors, Alexandre Mastagli, pour ce séisme-là, en tout cas, pouvait-on prévoir ce séisme ? C'est la question qu'on s'est posée. Bien, il faut savoir qu'il y a très fréquemment des séismes au Japon, parce que le pays est superposé sur 4 plaques tectoniques. Et heureusement, les Japon ont aussi quand même prévoir tout ça, puisqu'ils ont construit des gratte-ciels donc anti-sismiques pour éviter qu'il y ait le plus de dégâts possible. Et bien sûr, depuis Hiroshima et Nagasaki, le Japon est aussi malheureusement habitué. Peut-être pas habitué, mais... Oui, malheureusement habitué, voilà. On peut utiliser ce terme. Voilà, à de mauvais souvenirs de ces catastrophes nucléaires aussi, dont on y reviendra. Mais tout de même, les Japonais ont su y faire, car il y a beaucoup d'exercices nationaux d'évacuation. Il y en a environ 1 ou 3 fois par an, n'est-ce pas ? Oui. Donc les Japonais sont quand même bien organisés. Donc, pouvait-on prévoir ce séisme finalement ? Eh bien donc, oui, on pouvait le prévoir, mais la nature est plus forte que l'homme. Oui, effectivement, on peut dire ça. Donc on va passer à une autre optique. On va rester sur le même sujet, mais cette fois-ci on va parler du nucléaire. Puisqu'après cette explosion très grave de plusieurs des réacteurs d'une centrale nucléaire de Fukushima, on peut se poser plusieurs questions sur le nucléaire, notamment celle-ci, Alexis Clot. Peut-on appeler cela déjà, aujourd'hui, actuellement, un deuxième Tchernobyl ? Alors Julien, pour plusieurs raisons, non, ce n'est pas un deuxième Tchernobyl. Même si cela est un accident majeur et que les conséquences sont très graves et deviendront de plus en plus graves avec le temps. Mais ce n'est pas Tchernobyl pour plusieurs raisons. Donc, à Tchernobyl, ce qui s'est passé est l'explosion d'un réacteur en pleine puissance. Ce qui est vraiment très différent de ce qui se passe au Japon, car au Japon, ce sont des réacteurs à l'arrêt qui ne sont pas possibles d'être refroidis, ce qui entraîne des problèmes. Donc c'est vraiment différent à la base déjà. Même si au Japon il y a quand même 6 réacteurs qui sont touchés, mais 3 principaux, ce qui est quand même plus important qu'à Tchernobyl. La technologie aussi utilisée est différente, car à Tchernobyl, le réacteur n'était pas protégé par des enceintes, alors qu'au Japon,
ce sont des centrales nucléaires plus avancées technologiquement, donc ils sont dans des enceintes de protection, déjà. Mais c'est vrai que l'inquiétude des gens est compréhensible. Ils ont peur de revivre un Tchernobyl, notamment ils ont peur du manque d'informations qui peut être vécu en ce moment. La population se sent pas assez informée, les médias ne nous donnent peut-être pas tout, et peut-être que c'est le gouvernement qui ne demande pas. Oui, exactement. Donc, par exemple, les fumées noires qui s'échappent des réacteurs en ce moment, certains disent que ça serait le réacteur qui est fondu, ce qui créerait ces fumées noires qui sont vraiment très très néfastes et très radioactives. Ce sont des choses qui inquiètent les gens et c'est justifié. Mais je tiens à préciser quand même que ce malencontreux accident de centrale a quand même permis, ça a permis de remettre au goût du jour la question, le débat sur le nucléaire au Japon, au monde et en France, car en France nous sommes quand même de grands consommateurs de nucléaire. Eh bien, merci Alexis. En Libye maintenant, la guerre continue alors que Mouammar Kadhafi est toujours sur place. Les forces du colonel Kadhafi ont cessé les bombardements de Misrata, une ville aux mains des insurgés. Les avions de chasse français ont détruit hier dans cette même ville au moins, nous dit-on, 5 avions et 2 hélicoptères de combat. L'OTAN s'est dit prêt dans le même temps à prendre le relais, malgré la mise en garde de la Russie. Et enfin, Barack Obama a assuré que la mission militaire avait permis de sauver la vie d'innombrables civils. Alors Alexis, votre avis donc sur cette situation qu'on peut appeler désormais une guerre en Libye? Alors mon avis, Julien, est quand même très mitigé, faut le dire. Car même si généralement ce qui en ressort de cette position en Libye par les médias ou même par les gens, car savez-vous, plus de 70% des Français sont contents, ravis de ce qui se passe, de la position que prend la France en Libye, il faut quand même signaler que certains sont contre ce qui se passe et ont des arguments pour le justifier. Par exemple, comme argument, les 5 pays qui n'ont pas pris part à cette décision, qui sont le Brésil, la Russie, la Chine, l'Allemagne et l'Inde, sont par exemple le fait que c'est une opération militaire qui est très risquée et dangereuse, et que donc des conséquences peuvent être imprévisibles et très dangereuses. Il y a aussi certains pays même qui ont accepté cette opération, qui reviennent sur leur décision petit à petit en disant que cela déborde du cadre de la résolution de 1973 et certains même disent que leur objectif primaire était justement de sauver des civils et non pas de les bombarder comme il se passe et contredisent directement les propos du président américain. Certains disent aussi que la coalition agit pour de mauvaises raisons, c'est ce qui en ressort généralement. Certains même, plus virulents, comme le directeur de la rédaction de Mediapart, dit que le président Sarkozy fait cela pour une manœuvre guerrière, c'est même un calcul politicien, qui dit. Et aussi, c'est lourd là. Oui, c'est quand même assez lourd de conséquences. En même temps, c'est Mediapart. Exactement. Et moi, j'ai une question à rajouter. Pourquoi choisit-on la Libye alors que d'autres pays qui ont aussi des problèmes ne sont pas plus aidés, ne sont même pas aidés du tout? Toutes les forces se précipitent en Libye et pas ailleurs, donc pourquoi? Alexandre? Mais ce qui aura la tâche encore plus difficile à la coalition, c'est que nous avons affaire, il faut bien le dire, à un fou. Oui. Mouammar Kadhafi est l'un des plus dangereux et il était l'un des plus puissants dictateurs de notre monde aujourd'hui. Et preuve de sa folie destructrice, je le cite, donc je cite Mouammar Kadhafi: je promets une guerre longue où nous ressortirons victorieux, les dirigeants de l'Europe tomberont comme sont tombés Hitler, Mussolini et Napoléon. Ah oui. Alors si ce n'est pas la preuve de sa folie, alors excusez-moi. Ensuite, pour ce qui est... Alors, ce qu'on voudrait savoir ensuite, c'est pourquoi la France est-elle allée finalement en tête de ligne finalement? Pourquoi elle s'est engagée en Libye en première? En effet, il y a beaucoup de questions à ce sujet. Et parmi les hypothèses, il y a celle-ci qui, apparemment, il y aurait donc, lorsque Kadhafi est arrivé en France en 2007, eh bien, il aurait fait donc un marché avec la France
pour acheter des armements donc à la France, n'est-ce pas? Mais comme Kadhafi n'aurait pas aurait trahi en quelque sorte ce marché avec la France, il n'aurait pas respecté sa promesse finalement qu'il avait faite. Donc Kadhafi aurait trahi, eh bien la France aurait voulu en quelque sorte se venger de cette trahison, alors que Kadhafi avait fait un marché outre que celui-là, n'est-ce pas, pour d'autres technologies à l'Allemagne, mais cette fois-ci Kadhafi bien sûr n'avait pas trahi. N'avait pas trahi. Voilà. D'où la position de l'Allemagne qui ne s'est pas engagée en Libye, on l'a bien compris. Mais il s'agit quand même d'un marché de plus de quelques milliards de dollars, ce qui n'est pas rien. Qui n'est pas un marché à négliger, bien sûr. Voilà, donc on y voit maintenant plus clair sur la situation en Libye. Nous allons terminer avec notre troisième sujet. On revient en France cette fois-ci, puisque nous allons parler du second tour des élections cantonales. Alors tout d'abord, un petit rappel des résultats du premier tour. 25,2% pour le Parti Socialiste, 17% pour l'UMP et 15,2% pour le Front National. Le Front National qui effectue donc une belle remontée, même si la France était plus rose que bleu marine la semaine dernière. Alexandre Lastaglis, cette remontée du Front National, est-il un vote pour le parti d'extrême droite ou tout simplement un vote contre la politique de Nicolas Sarkozy et de l'UMP? Alors c'est une très bonne question. Parce que, outre les votes donc des sympathisants du FN depuis toujours, eh bien, il est possible que les autres voix que pourrait gagner le FN sont celles de Français qui sont tout simplement contre la politique de Nicolas Sarkozy, qui en ont assez de la politique de Nicolas Sarkozy et qui donc vont du côté du Front National, mais aussi les Français qui, à force d'entendre les débats d'identité nationale, d'insécurité et d'immigration, qui sont des débats portés par l'UMP, et donc directement le président Nicolas Sarkozy, eh bien il se pourrait en effet que les Français se posent des questions et que de ces questions, ils décident de voter Front National. Même si ces questions resteront malheureusement sans réponse pour beaucoup. Donc on peut effectivement imaginer que les Français ont trouvé des questions dans le Front National auxquelles ils se posaient, mais peut-être pas les réponses, mais les questions ont suffi pour le vote. Alexis Clot, maintenant on va parler du Parti Socialiste, puisque le Parti Socialiste est en tête, mais le Parti Socialiste, au second tour, va se séparer dans de nombreux cantons de ses amis, de son ami, les Verts, n'est-ce pas? Donc, Alexis Clot, la victoire du Parti Socialiste n'est-elle pas qu'une façade, en quelque sorte? Alors, est-ce que c'est qu'une façade? Non, sincèrement, je ne pense pas. Oui. Après, c'est vrai, je pense aussi que le PS doit quand même certains de ses votes à des gens qui ont peur de l'avancée du Front National et qui vont voter pour l'opposition. Ça rejoint la question que vous avez posée à Alexandre tout à l'heure. Donc oui, je pense qu'il y a certaines personnes qui ont voté contre le Front National et que donc la victoire n'est pas forcément entièrement due au... Le Front National n'a pas complètement gagné. Exactement. Mais après, il faut quand même le rappeler, que le PS a toujours été quand même gagnant, oui je crois que c'est gagnant. Oui, gagnant, des élections européennes, élections régionales, on peut le dire. Oui, voilà. Donc ce n'est pas quand même quelque chose de nouveau. Il ne faut pas dire que le PS gagne ses cantonales pour l'instant parce que le FN augmente, ce n'est pas que ça. Et après, pour la décision avec les Verts, je pense plus que c'est une décision, comme vous dites, de certains cantons aussi, car ils veulent vraiment affirmer le fait qu'ils peuvent peut-être gagner seuls sans l'aide des Verts. Alors, des bons résultats pour le Parti Socialiste, 25%, le Parti Socialiste est donc en tête, comme on vient de le dire, ce n'est pas la première fois, mais ces résultats peuvent-ils rendre optimistes les socialistes pour 2012? Alors, optimiste, c'est un bien grand mot, Julien. Sincèrement, je pense pas. Peut-être ça peut les réconforter, les rassurer, mais aussi il faudrait que ça leur donne un coup de boost, un déclic, je sais pas comment on peut dire ça, pour que le PS, s'ils veulent faire un grand chiffre au présidentiel, décide de rendre concret ce qu'ils veulent faire, se remobiliser et se recentrer sur un chef de parti et non plus tous ces petits partis de gauche qui divisent tant les électeurs de gauche.
Merci Alexis, merci à Alexandre, merci beaucoup donc à tous les deux. Voilà, c'est la fin de ce second numéro de L'Actu en parle. Merci de nous avoir suivis et à bientôt, j'espère.